Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le chef doublement étoilé Alexandre Mazia, à la tête du restaurant AM à Marseille. D'où lui est venue sa vocation ? Pourquoi avoir fait le choix de poser ses valises dans la cité phocéenne ? Qu'est-ce qui l'inspire au quotidien ? J'ai eu envie d'en savoir plus sur le parcours de ce chef si discret, dont la cuisine nous enchante, nous surprend et nous fait voyager le temps d'un déjeuner ou d'un dîner. Je vous laisse découvrir notre conversation. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Marseillais d'adoption, adopté par les Marseillais, on peut le dire. Vous avez fait de cette ville votre port d'attache. Alors pour commencer, si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Je dirais ligne d'horizon, réverbération, lumière et liberté. Votre enfance, vous la passez loin d'ici, au Congo. Ça fait. Est-ce que c'est là-bas qu'est née votre vocation de cuisinier, dont on dit que vous la devez à votre grand-mère ? Est-ce que c'est vrai cette histoire, non ? Oui, bien sûr, c'est vrai, mais l'Afrique, non, l'Afrique, il n'y a pas de Congo, Pointe-Noire, Côte Sauvage, né à la clinique des Manguiers, donc forcément c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu drôle peut-être, l'exotisme à la naissance, Ouais. qui n'est pas l'exotisme parce qu'ils sont partis de mon ADN et de ma construction et de ma colonne vertébrale. Oui, la cuisine, moi j'ai jamais, en Afrique je pensais pas cuisiner, j'ai jamais pensé cuisiner. Je l'ai eu tout simplement, après j'ai passé mon bac et à un moment donné je savais pas quoi faire, je devais rentrer à Santé Navale, l'école des médecins militaires, et l'école des médecins militaires, une fois que je suis arrivé là, au bout de la première rentrée, discussion simple à Saintes avec ma grand-mère qui me dit « Écoute Alex, il y a un job où tu m'auras jamais de faim, ça sera cuisinier. » Je dis « Bon, ok, je me rappellerai toujours cette phrase, c'était rigolo. » Faut toujours écouter sa grand-mère. Voilà, on a rigolé, et puis après je suis venu là, et puis après avoir fait ces quelques mois, je suis allé m'inscrire à l'école hôtelière. L'école hôtelière Santos-Dumont à Saint-Cloud. Voilà, où j'ai commencé. Alors j'avais des équivalences évidemment avec mon bac C que j'avais en poche, donc forcément ça allait beaucoup plus vite, bac pro, bac voilà. On entend un petit peu de bruit, on est dans le restaurant, Ouais, on est juste exactement, avant le tout à fait, service. voilà. Donc là, il y a vraiment de l'agitation, ils sont tous au travail. Pour le service du midi, vous ouvrez midi et soir. Midi et soir, ouais, on est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Alors votre passion pour la cuisine, on va évidemment y revenir longuement, mais ce que peu de personnes savent, c'est que vous avez pratiqué le basket au haut niveau. Ouais. Je voulais savoir ce que la pratique de ce sport et ses valeurs vous apportent au quotidien et aujourd'hui en tant que chef, est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Je pense c'est des valeurs fondatrices, et ce qui fait qu'on a toujours été là. Je pense qu'il y a vraiment une parallèle très forte entre la gestion en fait d'une équipe, le fait que par le sport et par la gestion et par faire du sport de haut niveau. Alors sport de haut niveau, c'est deux choses, c'est surtout le haut niveau dans l'assiduité, dans la rigueur, dans l'engagement, parce qu'on peut pas le faire à demi-mot. Donc forcément, ça c'est parallèle. Mais après, dans la façon de fédérer, je dirais, c'est vraiment important dans le sens où connaître les qualités et les défauts de chacun. Mettre les gens en situation justement constructive et positive, pas forcément à chaque fois d'essayer de les transformer en disant voilà, c'est une personne est moins bonne dans ce domaine-là, de fait qu'elle soit meilleure dans ce domaine-là, alors que finalement ça va la mettre dans une position délicate et que ça sera pas forcément très salutaire pour tout le monde, pour elle, pour nous. Donc ça c'est vraiment une réflexion qui a été menée, et puis après de se dire finalement aussi la force des choses, c'est de se dire que toutes les personnes qui vous accompagnent font pas forcément épris par ce que vous faites vous-même intrinsèquement. Je veux dire par là, c'est que la flamme, moi qui m'anime tous les jours, ou ce qui fait ce que je suis, n'est pas forcément pareil pour eux, même s'ils l'ont, mais il aura peut-être à moindre niveau. Et puis surtout aussi la résistance, la faculté
à l'effort physique, l'effort mental, l'effort intellectuel, parce que ça demande aussi un effort intellectuel très fort, une concentration, une exigence qui rejoint le sport de haut niveau évidemment. Et ensuite, je dirais que à la différence entre le sport de haut niveau, je dirais, et la cuisine, c'est que moi je me suis aperçu dans toutes les équipes où j'étais capitaine, mais c'était pas forcément le joueur le plus fort. Alors qu'en cuisine, par contre, pour être chef de cuisine, il faut être le plus compétent. Donc c'est deux domaines différents. Je pense que c'est deux domaines qui s'assemblent, qui convergent et qui fait aujourd'hui aussi la force du restaurant. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est une force collective parce que voilà, on est exigeant avec nous-mêmes, on est exigeant d'abord avec soi et après avec les autres. Et ce qui fait la réussite, je pense, c'est la réussite du groupe. C'est le fait que voilà, tout le monde est à l'écoute des uns et des autres. Il y a un vrai respect. Et puis même si c'est dur, même si c'est un niveau d'exigence qui est quand même très 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 fort. Mais en fait, il y a une espèce de construction. Chacun a une construction personnelle. Je dirais que ici tout le monde rentre ici, mais il n'y a pas de différence entre le projet commun et le projet individuel. Je veux dire par là, c'est que chaque personne qui rentre ici a un projet individuel dans le projet commun. Personne ne rentre et ne sait pas ce qu'il va faire à terme. Toutes les personnes qui rentrent, à un moment donné, ceux qui se partiront un jour, ceux qui sont venus chercher, tout le monde sait. Et à partir de là, je pense que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple pour tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde sait pourquoi elle est là, dans quel domaine et où on va les amener et qu'est-ce qu'on va en faire. Vous avez hésité à un moment donné entre le basket et la cuisine ? Non, jamais. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Je pense que c'est fait de manière naturelle. Moi, j'ai pas fait une carrière sportive. Moi, je suis un cuisinier qui a été basketteur, c'est différent. Après, je dirais que j'ai pas posé la question à un moment donné qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça s'est fait de manière naturelle. Elle s'est dessinée au fil de l'eau, je dirais, sans aucune vraiment appréhension ou réflexion, quoi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes passé par l'école hôtelière, parallèlement à vos études, le basket, toujours, on vient d'en parler, puis une expérience chez Pierre Hermé. Martin Berasategui. Oui, Martin Berasategui, c'est ça, tout à fait. L'espagnol. L'espagnol, oui. Je l'ai mal prononcé. Martin Berasategui, tout à fait. Et ensuite, une expérience étonnante pour un privé fortuné. Et là, vous faites le tour du monde avec lui. Racontez-nous ça. Oui, c'est un concours de circonstances. Me retrouver chez une personne qui avait demandé un dîner. Je ne savais pas pour qui je cuisinais. J'avais demandé à un cuisinier. C'était assez marrant parce que je pense que lorsqu'on a fait ce dîner-là, on l'a fait de manière, comme on fait d'habitude, de manière simple, en ne sachant pas qui c'était. Et à la fin de ce dîner, cette personne-là me dit est-ce que vous pouvez me faire éventuellement un autre dîner la semaine prochaine ? Je lui ai dit écoutez, ça va être compliqué parce que je suis engagé dans d'autres endroits. Alors, le monsieur écoute, il me dit mais qui me refuse quoi, Alors c'était marrant. L'intendante qui était là me dit mais vous savez pour qui vous avez cuisiné ? Je lui dis non, je sais pas. Bref, et du coup en reprenant la voiture, en repartant avec un ami, mon ami devient blanc et s'arrête. Il me dit mais tu regardes la liste, on m'a regardé la liste, donc on est devenu un peu. Donc il y avait un ancien président de la République, il y avait des grands capitaines d'industrie et on savait pas donc du coup. Et puis la semaine d'après on a fait quelques dîners, on a fait 2-3 dîners. Et à la fin de ces 3 dîners-là, il vient me voir, il me dit bon écoute Alex, est-ce que ça vous dirait de faire des repas pour moi parce que j'ai beaucoup de repas protocolaires comme ça à faire, c'est entre 20 et 25 personnes. J'ai besoin et dès que je lui ai dit oui, 2 jours après, je me retrouvais à New York et à faire un dîner au Watford Astoria pour 15 personnes. Et après, le lendemain, on s'est retrouvés, on est reparti à Singapour. Enfin bref, voilà. Ah oui. C'était assez très intéressant, très nourrissant. J'imagine. On s'est retrouvés. Alors, la complexité, quand même, il faut savoir, c'est qu'on se retrouve dans des endroits qu'on ne connaît pas à l'avance. Bon, évidemment, à part dans les destinations, bien sûr, mais l'endroit où on va cuisiner. Demander, ouais, du coup, quand vous arrivez, comment ça se passe ? Il faut improviser avec. Il faut vraiment improviser, c'est-à-dire qu'il faut sur place, quoi. Ce qu'il faut sur place, surtout que les niveaux d'approvisionnement, c'est pas toujours les mêmes. Donc, il faut. Par contre, l'avantage, c'est qu'on connaît. Maintenant, on a une grande connaissance des marchés du monde, une grande connaissance des épiceries, des produits, des producteurs, des maraîchers. Donc, c'est super. Mais par contre, des fois, on doit réagir dans l'urgence, donc c'est pas évident. Mais ce sont des repas qui sont très rythmés. Quand on fait vers 25 couverts tous les jours dans les lieux différents. Pas forcément évident, sachant qu'il n'y a pas forcément le matériel adéquat. Mm-hmm. Donc c'était vraiment une belle expérience. Puis après finalement on s'est retrouvés, on a commencé à 2
Et puis on s'est retrouvés à 16. À la fin, on avait une brigade volante, on avait nos propres. Très à la haut fin, niveau là. Oui, d'accord. À la fin, on va dire sur les 6 derniers mois, on était vraiment rodés puisqu'on avait nos limites de budget. Alors moi, je savais pas, c'est que voilà, on était vraiment, on avait vraiment carte blanche. Donc on a travaillé, j'ai eu la chance de travailler des produits que je ne pourrais même pas travailler ici. On a travaillé avec de la joaillerie, des grands joailliers, avec des artistes contemporains, j'ai fait des dîners dans les musées d'art contemporain, j'ai fait un peu partout dans le monde, donc c'était très nourrissant. Humainement, c'était très riche, quoi. On a vraiment bien rigolé. C'était vraiment des vraies contraintes, parce que je vous cache pas qu'il a fallu des fois faire des dîners dans des endroits un peu improbables. Mais vous avez un exemple en tête là, le plus improbable peut-être? Improbable, on a fait plusieurs. On a fait plus improbable. On a fait un dîner en Laponie, dans une forêt au milieu de nulle part. Il fallait faire 20 couverts pour un anniversaire. C'était un peu compliqué parce qu'imaginez-vous pour le cours, et puis on a cuisiné des choses complètement folles pour 20 couverts où il fallait faire. Alors on faisait un peu dans le même esprit, il n'y avait pas l'entrée plat dessert, on faisait ce que moi j'avais carte blanche, donc ça c'était nourrissant. Là où les autres avaient vraiment, moi j'ai rencontré pas mal de chefs à demeure, ce qu'on appelle, notamment comme Russell Crowe, comme plein de chefs, bref, ça soit aussi de Robert De Niro, enfin voilà. Que vous avez rencontré? Oui, que j'ai rencontré parce que c'était des Français qui s'occupent d'eux, et c'est vrai qu'à la différence près, c'est qu'eux ont un cahier des charges bien spécifique sur certaines choses. Moi j'avais de la chance, j'avais pas de cahier des charges, je faisais pas ce que je ne voulais pas faire, donc j'avais de liberté totale, donc c'était franchement c'était marrant. Et là vous venez de nous citer 2 Américains qui ont quand même choisi 2 chefs français, ça fait plaisir. Ça veut quand même bien dire que... Mais il y en a beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup. La cuisine française, ça reste quand même un must. Ouais, tout à fait. Et puis alors, il y a 10 ans, après cette aventure incroyable, vous arrivez à Marseille, vous prenez la tête du restaurant Le Ventre de l'Architecte au 3e étage de la cité radieuse de Le Corbusier, à qui j'ai piqué le nom, il faut bien le dire, pour ce podcast. Alors, quel est votre sentiment en arrivant à Marseille? Quel est votre premier rapport à cette ville? Le rapport à cette ville, c'est que moi je repars de zéro, parce que dans le sens où l'expérience 3 étoiles espagnole, qui est une cuisine chez Santi Santa Maria, qui était à la BAC à Barcelone, une cuisine où on était une brigade de 35, avec une cuisine on va dire très novatrice, plus avec mon expérience de tour du monde, envie de se poser, c'était cette ville incroyable, mais c'était surtout il y avait dans ma tête, c'était un peu le Las Vegas dans le sens où il y avait tout à écrire. Moi, je suis fan d'architecture, d'art contemporain, donc quand j'ai vu cette cité Le Corbusier, donc c'est vrai, il me fallait un phare, et un phare, c'était Le Corbusier, dans le sens où c'était un lieu autarcique, en marge de son agglomération, où j'avais pas le poids de la tradition, mais surtout le poids, en fait, de me retrouver à faire du poisson grillé, ou des pistes, ou de la soupe de poisson. Et je voulais pas avoir ce poids-là, avoir besoin de faire ça dans cet environnement. Non pas que je ne veux pas le faire, ou je dévalue évidemment cette tradition, pas du tout. Je voulais pas avoir le poids de quoi que ce soit, de qui que ce soit, pour pouvoir me réaliser. Donc j'avais cette proposition-là de Le Corbusier. Donc moi je voulais, c'était ça, c'est repartir à zéro. Et en plus de ça, avec des personnes qui n'étaient pas forcément issues même du même chemin que moi. C'est-à-dire que moi j'ai pu faire du foyer logement, de la maison de retraite, j'ai pu faire des restaurants d'entreprise, du 3, du 2, du 1 étoile, du traiteur. Moi j'ai tout fait. Je voulais pas être simplement une personne qui soit, vous savez, dans un tiroir où on dit il a su faire entre guillemets que de la gastronomie, et même quelques gastronomies veut dire aujourd'hui. Il devait être heureux dans la maison de retraite, non? Quand on voit à peu près le niveau des plateaux avec vous, il devait être super heureux. Je sais pas, on essaie de bien faire les choses en tout cas. Et donc moi j'étais un touche à tout, et donc moi l'idée c'était de trouver Marseille. Pour moi c'était cette lumière, c'était la mer, c'était les produits marins, c'était un territoire vaste, qui correspondait à ce que je désirais en fait, tout simplement. Donc cette expérience au Corbusier, Marseille, donc vous décidez d'y rester, et vous ouvrez votre restaurant à M en 2014. Donc nous enregistrons aujourd'hui. Donc nous sommes dans une rue calme, proche du Prado, dans le 8e arrondissement de Marseille, pour ceux qui connaissent un peu moins.
Est-ce que c'était une volonté de votre part de vous excentrer un peu ? C'était obligatoire. C'est-à-dire que je voulais pas être dans le chaland, je voulais pas me retrouver sur le vieux port. C'était inévitable. Moi, j'ai pris un pari incroyable, c'est-à-dire que il n'y a même pas marqué restaurant dessus. Au départ, les gens me disent mais ça va pas ou quoi ? Non, moi je voulais un lieu à taille humaine, un lieu où laquelle je puisse évidemment où je puisse m'exprimer, mais où je peux avoir le contrôle de tout. Combien de couverts ? On fait 24 couverts. 24 couverts, mais maintenant on est 24 personnes. Ah oui. Ouais. Mais c'est normal parce que, en fait, tout simplement, c'est qu'on est un établissement où l'humain est le poumon. Il faut de la fraîcheur, il faut garder de la hauteur, il faut avoir l'énergie pour créer. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 10 ans. J'avais cette envie de me réaliser, mais surtout aussi de me réaliser dans un endroit qui soit aujourd'hui encore un peu plus à taille humaine et qui puisse nous permettre toujours d'affiner le trait qu'on était en train d'écrire depuis le 17 juin 2014. Alors c'est sobre, élégant, très épuré. La cuisine est ouverte et fait vraiment partie du spectacle. Alors je dis spectacle car je pense que la sobriété du lieu est faite pour mieux apprécier ce qui va se jouer dans les assiettes. Êtes-vous conscient de proposer une véritable expérience à vos clients ? Conscient réellement, non. Maintenant d'être différent, je pense que je commence à comprendre que l'on est différent. Pourquoi ? Parce que les gens vous le disent, mais après les reconnaissances font qu'à un moment donné vous commencez à comprendre que vous êtes un peu différent. Sans vraiment vous commencez à le comprendre, mais sans jamais en mesurer les choses. Hein. Moi je fais ce que je suis, donc c'est compliqué de se dire que on propose autre chose. Non, moi je propose donc forcément comme ça ressemble à rien de ce qui se passe ailleurs, où il n'y a pas de duplicata, il n'y a pas de copier-coller arrangé, voilà, c'est simplement moi. Donc je pense que ça fait la force des choses. Donc la singularité, la personnalité fait que forcément nous ici on a tout décloisonné donc d'un restaurant traditionnel, dans le sens où dans la façon de manager, dans la façon de faire les choses. Nous ici, les gens qui font la mise en place, par exemple, c'est une bêtise, mais entre la mise en place et le service, c'est deux choses totalement différentes. Alors, les gens font des mises en place qu'ils n'ont pas besoin forcément pendant le service, ce qui fait que ça accentue la communication. Les gens à 9h25 on fait un brief sur ce qui reste à faire dans la maison, les gens se croisent, les gens qui étaient par exemple des fois aux réalisations des pommades vont passer aux réalisations des croustillants, ceux qui sont aux croustillants vont passer aux réalisations de la pâtisserie. Donc résultat, ça crée une émulsion et ça permet d'avancer, de se construire. Donc ça c'est vraiment important. Et oui, peut-être que là aussi ça fait la différence parce qu'il y a une grand pouvoir de communication, les gens s'entraident, les personnes qui laissent de côté. Donc non, je pense que c'est ça en fait l'expérience. Et puis après elle rejaillit dans l'assiette parce qu'évidemment là après elle est totalement différente du fait parce que j'ai dans ma tête ou ce que j'ai envie de partager au quotidien. Donc ça c'est comme ça. Si je vous dis que votre cuisine est ultra créative, est-ce que ça vous va ou comment vous la qualifieriez vous ? Non, moi elle n'est pas créative pour moi. Pour moi elle est simplement. Elle est très lisible, elle est ce que je suis. Pour moi, c'est cohérent avec mon âme, c'est cohérent avec l'instant. Donc, nous, on n'est pas dans la recherche permanente de pouvoir trouver quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça le truc. Moi, je fais ce que je suis, donc c'est très simple pour moi. C'est-à-dire que là où les gens vont chercher des choses, moi ça coule. Donc, puis après, l'histoire, elle est là. Donc, ultra créative peut-être, je sais pas. Moi, je trouve qu'elle est spontanée, sincère, transparente. Et je dirais plutôt le trait s'affine au fur et à mesure. Et elle fait de plus en plus sens, quoi. J'arrive à me comprendre de plus en plus, on va dire. Pour vous, elle fait sens, évidemment, etc. Mais pour les personnes qui, en fait, pour vos clients, quand je parlais d'expérience, on peut parler de voyage aussi presque. J'ai lu en préparant ce podcast que vous étiez comme un commandant de bord, en fait, ici.
On vous qualifie un peu comme ça, vous organisez le voyage de chaque client. D'ailleurs, vous êtes là à chaque service, je crois que vous y tenez. Ah ben moi je suis là, regardez, moi je suis là ce matin, vous étiez là, moi j'arrive le matin, j'arrive un peu plus tard maintenant parce que moi je finis à 1h15 du matin ici, donc j'arrive à 8h30 le matin. Donc de 8h30 à 1h15 du matin, vous pouvez me trouver. Ce que je dis. Mais par contre, du mardi au samedi. Par contre, le dimanche, lundi, me demandez plus rien parce que j'ai ma vie de famille. Comme je vous comprends, oui, quand même. Comprenez, ouais. Donc, non, on a un engagement qui est fort. Mais les services, évitablement, je peux pas me permettre. Moi, la cuisine, c'est ma vie. Donc, là où je me réalise, c'est aussi pendant le service. Donc, si je tourne pas la matière ou je la transforme pas, je ne vis plus. Donc, je me diluerai. Donc, c'est pas possible. Pour moi, c'est trop fort pour moi. J'ai trop besoin de ça. Vous avez envie d'être là pour accompagner chaque client en fait dans ce voyage parce que véritablement... Non, mais j'ai envie d'être là aussi pour moi. Forcément aussi pour les clients, mais forcément c'est normal parce que, comme vous disiez, on a une cuisine transversale et là, les gens qui viennent de loin, s'ils viennent, ils ne voient pas le chef, ça paraît fou. Hein. J'imagine que l'expérience ne serait pas la même pour eux. Il y aura une certaine déception et je ne veux pas décevoir. Et puis même moi, je ne veux pas surtout me décevoir. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de toujours ce besoin perpétuel de. Et puis le service, c'est un instant magique, c'est un instant que les choses peuvent changer à la dernière minute, un assaisonnement peut changer, une fibre peut être différente, la structure ne peut pas répondre comme on l'avait attendu. Pourquoi ? Parce qu'une hydrométrie trop forte. Donc aiguiser l'œil. Donc moi j'ai besoin de me rassurer aussi et de savoir que tout s'est bien passé. Même si on n'est jamais sûr à 100%, mais pour moi c'est très important d'être rassuré. Donc, Vous la puisez où votre inspiration ? Un peu partout. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Pas de limite. Photo, une lumière, une matière, une structure, une peinture, un mot, une couleur. Il n'y a pas de limite. Après un produit, évidemment. Après la volonté de vouloir donner peut-être une structure différente sur un mets. Voilà, je ne sais pas, là on travaille par exemple, on a moi j'aime bien les matières un peu soyeuses. On a par exemple épinards gingembre, déglacé avec un jus de queue de bœuf, donc quelque chose d'assez suave. Les épinards sont tombés, donc déglacé beurre de micelle, jus de pamplemousse. On a un beurre blanc au jeu de brochet fumé par-dessus et puis un comté millésimé 36 mois. Donc on est sur la rondeur, le suave, donc on a quelque chose de... Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui là me parle. Et que voilà, moi j'aime bien cette texture plus ou moins étirable et qui soit à la fois souple et presque gourmande, je dirais. Vous en parlez comme de la haute couture, c'est incroyable. Non, c'est bon, voilà. Est-ce qu'il y a un chef qui vous a inspiré ? Beaucoup inspiré, mais inspiré le respect, inspiré aussi le fait d'être des hommes de valeur et des hommes, l'inspiration de la création. Après, c'est sûr qu'après derrière, c'est pas forcément, d'aller chercher ce qui sont eux, parce que c'est tellement personnel qu'on peut pas. Voilà. Après, c'est des gens qu'on va recevoir ou qu'on a reçus, comme Michel Brasse, oui. Sébastien Brasse. Là, mardi, on reçoit la famille Marcon, Monsieur Gagnère, Monsieur Lameloise. Voilà. Après, il y a pas que. Il y a plein de. Voilà. Après, voilà, Christophe Haribert qui était là encore la semaine dernière avec Édouard Loubet. On a des chefs espagnols 3 étoiles qui sont venus manger il y a 10 jours. Ça change quelque chose, ça, pour vous ? Ça vous met un peu plus de pression ou pas du tout ? La pression liée au quotidien, la pression liée dans le sens où on ne veut pas décevoir les gens. Donc déjà, c'est comme j'explique à mon équipe, c'est qu'à un moment donné, le sport de haut niveau, c'est de se concentrer et de se mettre dans les conditions le plus optimales possible, en se disant à un moment donné, attention, ce que l'on va faire ne doit pas être différent que si vous faites à manger à votre maman, ou vous faites à manger à un client, ou si vous faites à manger à quelqu'un qui vient juste la première fois, ou qui vient la 10e fois. Je pense que le niveau de vigilance et le niveau d'exigence que l'on se met doit être le même pour tout le monde. Donc à partir de là, ça vous conditionne et ça vous met dans une, je dirais pas dans une transe, mais dans une préparation intellectuelle qui permet justement à chaque fois de pousser vos propres limites et d'accentuer à chaque fois votre niveau d'exigence au niveau de l'œil, au niveau du goût, au niveau de la performance, au niveau du geste, pour pas trembler, pour être précis. Et je pense que c'est plus on augmente, des fois vous savez on peut trembler sur les choses.
nous, on ne doit pas trembler. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est fort, hein, loin de là, où on sait, mais ça fait partie d'une préparation aussi psychologique importante. Après, c'est sûr que lorsque, voilà, par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, M. Marcon, M. Lameloise, comme je disais, M. Gagnère, on a reçu Mauro Colagreco, même des amis, hein, vous avez la famille. La famille, pour moi, c'est, voilà, quand j'ai reçu mes parents, j'ai toujours, on n'est jamais sûr si on va plaire ou pas. Mais après, je disais que c'est juste le moment passé, en fait. Ce qu'on rejoint, c'est le moment passé, l'expérience. Donc, pour moi, c'est important de s'y préparer, mais ça fait partie, entre guillemets, de toute la préparation. Eux, ils savent maintenant. Alors, c'est toujours, voilà, on a eu aussi, hier, on a eu Paul Perret, par exemple, chef 3 étoiles à Shanghai, qui est venu manger. Pareil, voilà, donc c'est des moments importants, et puis surtout, c'est un moment fort aussi pour les équipes, parce que les gens ne vivent pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'après, les chefs, des fois ou non, nous font un débrief de comment ils ont vécu les choses, comment ils ont appris. Donc là, ce sont des mots forts. Moi, je sais qu'Olivier Belin, qui est venu, il a fait pleurer la cuisine, par exemple, parce qu'avec ces mots, voilà, il était voilà. Ils ont forcément pas les mêmes mots qu'un client lambda qui va peut-être juste vous dire, voilà, vous m'avez emmené ailleurs, ce que j'ai ressenti quand je suis venu, mais j'ai pas les mots que peut avoir un chef qui lui baigne là-dedans. Mais c'est surtout le sentiment, parce que pour toucher un chef, c'est aussi parfois peut-être plus dur dans la tête des équipes. Donc du coup, quand les équipes voient un chef presque larmoyant et touché, ou voilà, c'est sûr que ils se disent à un moment donné, ah oui, on a fait un travail là, ce jour-là, un travail extraordinaire, parce que le lendemain, ce sera pas pareil. Donc je dis jamais se satisfaire, sinon c'est là où justement, toujours se challenger. Je pense que c'est inévitable. Ça on l'a pas dans la peau, je pense, mais ce que l'on faisait hier est différent aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, enfin ce qu'on fera demain sera différent encore d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut jamais se satisfaire et faire attention, parce que comme vous savez, hein, on peut vite tomber dans le ravin. Donc les choses sont très compliquées à construire et très difficile et très facilement à détruire. Donc moi j'ai toujours, et dans le sport c'est ça, hein, vous savez très bien, être une tête d'affiche au début, puis après 3 mois après, voilà. Donc moi j'ai toujours cette inquiétude permanente. J'ai toujours cette peut-être un peu trop, comment dire, hein, je suis trop peut-être pragmatique. Des fois les choses on dit les choses te touchent pas, mais c'est pas qu'elles me touchent pas, c'est qu'il faut savoir s'en défaire et faire attention. Après on fait, voilà, moi je dans mon univers, j'ai de la chance de pouvoir le créer, de pouvoir le faire, mais il faut toujours être vigilant aux mots, aux gens, aux personnes, ce que peuvent dire. Ouais, c'est très fragile, faut faire très attention. Alors 2019 qui se termine, là, aura été une grande année pour vous. Vous avez été sacré cuisinier de l'année Goemio, oui, et vous avez désormais 2 étoiles au guide Michelin. Félicitations, chef, déjà. Ouais, merci, je suis pas tout seul, mais super. Et tout cela, en à peine 10 ans, ça donne le vertige, non ? Non, je pense que nous, vous savez, ce que je dis, c'est que je disais la dernière fois, c'est que ça, c'est du plus. C'est-à-dire que tout ça, c'est du plus. C'est-à-dire que déjà, pour moi, je le dis toujours, c'est toujours impensable et inespéré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'imagine pas être un jour cuisinier de l'année. Moi, j'aurais jamais imaginé à un moment donné être cuisinier de l'année, Goemio. Enfin, c'est impossible. J'ai toujours cette idée de grands chefs, Alain Chapelle, Alain Ducasse, Pierre Gagnère. Voilà, j'ai toujours ces idées à un moment donné de dire ces chefs-là, waouh, incroyable. Et quand on m'a apporté quand on m'a dit ce jour-là cette distinction, j'étais fier, parce qu'à un moment donné, c'était aussi l'engagement et de quelle manière nous on a amené la table. C'est-à-dire que voilà, nous on était un peu précurseurs dans beaucoup de domaines, maintenant certains en ont fait un credo, mais je veux dire, nous ce qu'on a mis en place ici, on l'a mis en place parce qu'on était nous. On n'a pas mis les choses pour mettre en place pour ressembler à qui ou quoi que ce soit. Donc on va dire le parti pris, il est important et ça conforte, parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous vous engagez, vous ouvrez ici, moi le 17 juin 2014, j'essuie au jet d'eau mes vestiaires ici, j'ai tout mis dans mon établissement. Donc, si vous voulez, c'est aussi une fierté de travail. Mais c'est surtout ça. C'est-à-dire, en fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mes équipes, moi, je repense à quand j'allais à pied chez Fauchon, place de la Madeleine, à 2h30 du matin. Je me rappelle, j'ai dit des fois, en 8 ans, je crois que j'ai pris 11 jours de congé, à un moment donné. Vous voyez, donc, à un moment donné, moi, je repense à ça. Mais je ne l'ai pas fait dans la douleur, hein. Je l'ai fait parce que j'ai été un engagé perpétuel de ce que j'aime.
de ce que je veux, et à une période. Donc à un moment donné, c'était fort pour moi. Et moi, ce que je regarde, c'est le travail. Donc là, c'est la reconnaissance de vos pères. Alors, la reconnaissance de mes pères, voilà, une fierté, et puis d'être à un moment donné, d'être aussi, on a reçu, je ne sais pas combien de lettres pour Rugy de l'année, on a reçu peut-être, je sais pas, peut-être 300, 400 lettres, des mails, aussi d'une génération qui était là, qui vous disent merci, enfin les lignes bougent, enfin les choses vont changer, on a un établissement qui est différent, porter des valeurs évidemment qu'on nous a transmises, mais aussi les nôtres. Voilà, et je pense que ça fait plaisir aussi d'avoir eu cette reconnaissance-là. Et puis après, oui, c'est sûr, après on en a eu plein. Après les 2 étoiles, je pense que les 2 étoiles, pour moi, ça restera incroyable parce qu'en fait, vous l'apprenez sur place, déjà. Alors, ah oui. Vous l'apprenez pas avant. Ah bah ça se passe rien, ça se passe, vous êtes invité, vous venez pas. On vous l'a pas dit avant, hein. Non, on n'a pas dit avant. César. Ah non, c'est pas comme au César, non. Non, c'est-à-dire que là, vous l'apprenez pas. Surtout que moi, en plus, là où c'est déconné, c'est que mon invitation était dans les spams. Oh non! Oui, bien sûr, je ne les avais pas. Donc au début, alors les gens m'appelaient, me disaient, vous êtes invité? Mais non, je ne suis pas invité. Alors les gens me disaient, mais c'est pas vrai, il ment, il est invité, il ne dit pas. Et puis après, les gens, quand ils m'ont vu là-bas, ils m'ont dit, ah, ils le savaient. Mais non, je savais rien du tout parce qu'il était dans les spams. Donc du coup, c'est les derniers jours où j'ai vu qu'il était dans les spams. C'est avec mon ami, on discutait, David Toutain, qui me dit, Dadou, il me dit, mais Alex, c'est bon, t'es invité ou pas? Parce que moi, je voulais accompagner Dadou. Et je dis, bah écoute, je sais pas, je vois pas les spams, machin et tout, dans les spams. Et du coup, il était dans les spams. Et donc du coup, hop, je valide presque au dernier moment. J'explique. Bon, bref, mais on y va comme ça, quoi. Et puis on n'est pas au courant, on peut pas savoir si on va avoir. Puis même, ça serait franchement peut-être un peu prétentieux de se dire voilà, un jour, même si un jour quelque part, comme je dis d'espérer, on l'espère, on imagine peut-être un jour, mais c'est pas un but. On se dit si on l'a, putain, stop. Et voilà, vous l'apprenez sur place, monsieur. En plus, moi cette année-là, il y en avait 5, je crois. Et puis moi, je suis passé le dernier. Et en plus, le dernier, si vous voulez, je me dis, c'est foutu, ça c'est fait. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on continue, machin. Et puis, quand il vous dit Marseille, voilà, je vous dis, franchement, sincèrement, c'est incroyable. Incroyable parce que vous rentrez dans l'histoire une fois de plus. La première personne à l'avoir eu, c'était le papa de Gérald de Paseda, qui l'avait eu en 1981, je crois. C'est vrai, ouais. 1981, donc il n'y a pas eu de 2 étoiles depuis. Voilà, donc, puis voilà, ça montre aussi une vraie volonté de faire valoir son territoire, faire valoir un savoir-faire, une vraie transparence, un vrai engagement. On ne trompe pas, comme je dis, on est là. Le matin, les équipes commencent à arriver à 6h30. De 6h30 à 1h du matin. Les équipes sont dévouées, engagées. Nous, on est là tout le temps. Alors après, on trouve des accords, mais c'est tout ça, en fait. Et puis après, à un moment donné, c'est surtout ce qui est fort, c'est que les gens à un moment donné, les équipes se disent mais le chef est barjot, il n'arrête jamais, il fait ça. Puis ils se demandent pourquoi. Ils se demandent pourquoi, même eux ne savent pas. Mais là à un moment donné, ça met quelque chose, vous voyez. À un moment donné, les gens se disent ah ouais, ok, les mecs, là en fait, voilà. Et donc du coup, ça c'est extraordinaire, Franchement, moi je suis fier parce que en même temps, ça montre qu'avec l'engagement, la détermination. C'est quelque chose qui quelque part à un moment donné quand on est mon grand-père me disait à un moment donné aime ton travail, un jour il te le rendra. Donc nous on a aimé sans compter et il nous le rend petit à petit comme ça tous les jours, donc c'était super. Vos grands-parents ont été de très bons conseils, définitivement. Ouais, c'est sûr. Alexandre, où ailleurs qu'à Marseille vous pourriez imaginer vivre et travailler? Alors moi je suis un saltimbanque déjà à la base, donc après c'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui ma vie elle est ici, on m'a proposé déjà d'aller dans les hôtels, on m'a proposé d'aller dans les 5 étoiles, on m'a proposé dans les palaces, on m'a proposé d'agrandir, on m'a proposé d'aller au bord de mer, voilà. Et moi pour l'instant mon restaurant est à taille humaine et correspond, moi j'ai ma vie de famille est là, regardez un pêcheur qui amène un poisson, j'habite à 10 minutes, à pied, j'ai pas de voiture, c'est difficile. Après j'ai sûr que est-ce que le lieu, on l'a fait grandir, on a fait des travaux, on grandit, on le peaufine. Je pense qu'il n'y a pas de lieu aujourd'hui, principalement, que je me verrais autre part. Je sais pas, peut-être en face de la mer toujours. Je pense que moi j'ai trouvé vraiment mon équilibre ici. Votre port d'attache. Ouais. Vous travaillez énormément, ça on l'a bien compris, mais quand vous sortez, est-ce que vous avez des adresses fétiches à nous donner? Super, mais je ne vais jamais au restaurant, donc je suis mauvais. Souvent on me dit, alors j'en vois beaucoup de monde partout, paradoxalement, parce que les journalistes viennent et beaucoup de choses, et moi j'en vois, mais franchement dans plein d'adresses différentes. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir toujours à chaque fois
faire en sorte que aussi vous êtes pas, il y a un vrai territoire vivant, il y a des gens engagés aussi bien que nous partout. Voilà. Donc ça je le fais bien évidemment, mais en entier. Mais non, moi ce que je vais, moi j'ai un endroit qui s'appelle les Goudes. Voilà, je vais souvent au Goudes quand je peux. Je vais au Goudes, c'est super sympa. Après je marche beaucoup avec ma femme, on fait beaucoup de marches. Pourquoi ? Parce que moi j'aime arpenter le territoire et puis ça nous permet, vous savez, de nous laver un peu la tête, de prendre un bon vent. Voilà, donc nous on marche souvent dans les calanques, on marche souvent dans les Alpilles, on va pas mal traverser. Après des adresses, oui, il y a plein de belles adresses ici. Hein. Je pense que vous avez une belle qui est fétiche. Bon après c'est une adresse de cœur, c'est celle de Gérald Paseda. Voilà, je trouve que c'est une adresse assez incroyable, c'est comme un musée d'art contemporain quand on va chez lui. Après vous en avez plein, vous avez Ouria, vous avez Cédra, vous avez la Mercerie, vous avez Tableau Sud, vous avez Julien Diaz, il y a la petite Colline Folquier qui a ouvert là à côté, qui est un vrai bout de bonne femme, qui est travailleuse, acharnée aussi, qui est super. Vous avez la pizzeria là, à côté de la Villa Rocca qui fait des pizzas top, la Bonne Berre. Voilà, donc il y a plein de restaurants comme ça qui sont là, qui sont top. Voilà, il y a plein d'adresses super sympas là on trouve. Et après moi, vous savez, moi je suis un très mauvais personne qui va à table parce que j'ai très peu le temps. Et généralement, ce que je fais, je le fais avec ma famille. Donc généralement, c'est soit le quinoa de ma femme qui fait quinoa de ma femme avec des légumes, ou soit on va être un plateau de fromage et du vin blanc. À la maison, c'est elle qui cuisine. Ah oui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pourrais pas le faire. Un bon plateau de fromage en même temps, je crois. C'est top, hein. Un bon plateau de fromage. C'est fantastique. Si on vient ici, il y a meilleur. Puis des fois, vous pouvez prendre aussi une viande à la boucherie Bec à côté, là, qui est top. On nous fait des super du Père Montbéliard, des magnifiques produits qui se suffisent à eux-mêmes. Génial. C'est bon ça. Bon, alors cette ville que vous aimez tant qu'on aime tant a évidemment aussi des côtés exaspérants. Lesquels sont-ils pour vous ? La circulation, je pense. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, c'est un peu compliqué. Hein. Non, mais exaspérant, non. Moi, j'essaie de voir le côté positif des choses. Je me dis, j'essaie de toujours dire, de ne pas montrer ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Je pense que les infrastructures, je pense que les politiques savent ce qu'ils peuvent faire de mieux, hein, avec nos poubelles notamment. Ouais, ça serait pas mal, c'est pas mal. Ouais, vous voyez bien, surtout qu'il y a des gens qui viennent de loin, on est chez nous, et ils trouvent ça un peu bizarre. Ouais, j'ai encore des clients, encore avant-hier, qui viennent d'Australie, qui m'ont dit mais c'est quoi ce truc ? Bon, bref, c'est sûr, mais je pense que après on peut pas tout changer une fois, il y a une amélioration, je pense, sur ça. Et après, je dirais la circulation, c'est très compliqué à Marseille, donc j'essaie de toutes mes équipes maintenant se déplacent en vélo ou en vélib. Les personnes qui, c'est important, ou à pied. On arrête de prendre le véhicule, ça sert à rien. Après, je dirais le reste, elle se polie avec le temps. Marseille, elle se polie avec le temps, elle s'affine, toujours énergique. Je pense que ce qu'elle était il y a 10 ans n'est plus. Donc c'est génial avec Capitaine européenne de la culture, avec MPG 2019, avec aussi Gourmet Méditerranée, une belle association aussi avec les plus beaux chefs de la région, qui montre un panel incroyable de compétences et d'exigences avec une multitude de facettes. Je pense que c'est ça aussi Marseille. Alors Alexandre, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, je vous demandais des réponses spontanées. Ce qui vous vient. D'accord. Si Marseille était une image. Je dirais la Pointe Rouge. Si Marseille était une chanson. Une valse. Vous savez, j'aime bien la valse. C'est Jacques Brel, vous savez, une valse à 1 temps. Ouais, c'est ça, une valse à 1000 temps. Ouais. C'est ça, moi j'aime bien ça. J'aime bien, parce que ça commence doucement, puis après c'est énergique, ça vous embrase. Voilà. Si Marseille était un film. Ça va vous faire rigoler, mais les tontons flingueurs. Comme ça, moi, on est bien, non ? Ah bah oui, hein, ça colle. Non, je dis une bêtise, mais moi, un film Écoutez, préféré... c'est ce qui vous est venu spontanément. Ouais, mais je dirais qu'il y a une femme... ce qui est super, c'est à chaque fois, ma femme adore ce film. À chaque fois, on le regarde de temps en temps avec les enfants. C'est, vous savez, avec les Marcel Pagnol. Oui, bien sûr. La trilogie, La gloire de mon père. La gloire de mon père, La gloire de mon père. Hein. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ouais. Et votre expression marseillaise préférée ? Crin des gains.
Craindre des gains. Ouais, je me fais rigoler quand ils disent ça. Moi, je crains des gains. Bon, vous l'utilisez pas, vous? Ah non, franchement, non, c'est pas ça trop. vous fait juste rigoler. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends ça avec, vous savez, les supporters de foot. Parfois, c'est assez marrant, assez violent. Des fois, ça manque un peu de discernement, mais moi, ça me fait. Vous l'êtes d'ailleurs supporter ou pas du tout de l'OM? Ou d'un autre club? Non, mais moi, le sport, oui, bien sûr. Après, supporter de l'OM, toujours. À l'époque de Boli, tout ça, je regardais. D'ailleurs, ça me valait un peu, des fois, des conversations un peu fortes avec mes potes qui étaient fans du PSG, d'ailleurs, à l'époque. D'ailleurs, mon meilleur ami est fan du PSG, David Toutain. Paix à son âme. Je dirais ça comme ça en rigolant. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Non, mais évidemment, on peut pas ne pas être supporter de l'OM quand on habite Marseille. Je pense que c'est tellement présent, tellement là. Puis voilà, ça fait partie aussi du sang de la ville, je pense. C'est important. Alexandre, merci mille fois de m'avoir accordé un peu de votre temps avant le service de midi. À vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité, de vos retours, de vos partages. Abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Merci à la Podcast Factory de m'accompagner dans cette belle aventure. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. Merci.